et j'ai le plaisir de vous introduire le professeur Dr Sergio Rossi. Il est professeur ordinaire à l'Université de Fribourg où il dirige la chaire de macroéconomie et d'économie monétaire. Il figure dans le classement des 30 économistes les plus influents en Suisse, établi par la Neue Zürcher Zeitung en 2015. Et le magazine Bilan, a écrit que Sergio Rossi prône une toute autre approche par rapport à la pensée dominante de l'économie de marché. Nous nous réjouissons. Il est blogueur aussi pour le journal Le Temps et il collabore à l'émission Plus Valore de la radio-télévision suisse de la langue italienne. Il nous présente une analyse d'ordre macroéconomique de la 4e révolution industrielle. Monsieur Rossi, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, merci de votre invitation, de m'avoir accueilli ce matin dans le cadre de votre congrès. C'est un plaisir pour moi d'être ici, même si le sujet dont je vais vous parler dans les quelques 20 minutes, ce n'est pas vraiment un plaisir parce que je suis assez pessimiste en ce qui concerne les conséquences d'ordre économique, mais aussi d'ordre social et politique de ce qu'on appelle, entre guillemets, la 4e révolution industrielle qui en fait touche à l'ensemble de l'activité économique, le primaire, le secondaire et le tertiaire, entendez l'agriculture, l'industrie et les services. Dans mon exposé, je dois commencer par un cadre conceptuel clair. Il faut savoir de quoi l'on parle et souvent, lorsque j'entends mes collègues parler de 4e révolution industrielle, de digitalisation, de robotisation, je vois qu'il y a beaucoup de confusion, de malentendus ou alors un message idéologique qu'ils essaient de faire passer, mais contrairement aux idées reçues, je pense qu'il faut raisonner clairement dans un contexte correct en termes conceptuels. Deuxièmement, j'aimerais passer en revue rapidement quelques conséquences d'ordre macroéconomique qui, à mon sens, vont s'avérer en Suisse comme ailleurs dans le monde globalisé du fait de cette 4e révolution industrielle. Et puis, je vais mettre en conclusion quelques éléments en lumière en ce qui concerne ce que l'État devrait faire ou que la classe politique devrait pousser l'État à faire pour pallier les conséquences négatives de cette révolution industrielle et, si l'on peut, faire bénéficier l'ensemble de la population des bénéfices que cette révolution va apporter au plan économique. J'ai dit, la 4e révolution industrielle ne touche pas que l'industrie, elle touche en partie l'agriculture, mais le pourcentage de la population active qui travaille dans le domaine agricole est très faible dans les pays avancés, y compris le nôtre, mais touche davantage, je dirais surtout, les travailleurs dans le secteur tertiaire, donc les services, y compris les services auxquels vous contribuez par votre propre travail. Et à mon sens, cette 4e révolution industrielle va être beaucoup plus longue des 3 révolutions précédentes et surtout va être beaucoup plus douloureuse pour la société dans son ensemble, notamment pour la classe moyenne. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il n'existe pas de secteur quaternaire vers lequel les chômeurs du tertiaire, du secondaire et du primaire, donc des services de l'industrie et de l'agriculture, vont pouvoir migrer. La première révolution industrielle, la deuxième et la troisième révolution industrielle ont touché à des secteurs d'activité particuliers, la première essentiellement l'agriculture, et alors les travailleurs dans le domaine agricole qui avaient perdu leur place de travail parce que l'innovation technologique avait permis d'augmenter la productivité des travailleurs et donc en réduire le nombre, ont pu migrer de l'agriculture vers l'industrie qui était en train de se développer. La deuxième révolution industrielle, voire la troisième révolution industrielle, ont aussi permis de migrer de l'industrie vers les services ou bien des services de faible valeur ajoutée vers les services à haute valeur ajoutée. Donc, finalement, on a créé davantage de places de travail, des places qu'on a pu biffer grâce à la révolution industrielle, la première, la deuxième et la troisième. Pour ce qui est de la 4e révolution industrielle, ce ne sera pas le cas. La robotisation, la digitalisation, la numérisation des activités économiques dans le secteur des services, mais aussi dans l'industrie, va biffer davantage de places de travail, des places qu'elle va créer, parce qu'il y aura un pas en avant de la productivité du travail. On va pouvoir produire beaucoup plus avec moins de travailleurs grâce
à ce qu'on appelle les robots, les machines intelligentes, l'intelligence artificielle. Et puis, un deuxième élément qui explique, à mon sens, qu'il y aura une perte nette d'emplois au plan suisse comme au plan de l'économie globale, est due à ces deux phénomènes qu'on appelle la globalisation des activités économiques et la financiarisation de celles-ci. La globalisation signifie, on le sait tous ici, que les activités économiques vont se déployer là où les coûts de production, notamment le coût unitaire du travail, vont être les plus faibles. Donc, on passe de l'Europe vers l'Asie, et puis peut-être dans le continent asiatique, on a encore des différences entre la Chine et le Vietnam. En Chine, désormais, les salaires sont plus élevés qu'ils ne l'étaient il y a quelques années, donc on va délocaliser vers le Vietnam où le coût du travail par unité de produit est encore plus faible. Donc le fait que les frontières soient ouvertes, pas simplement au mouvement des marchandises, des capitaux, mais aussi des places de travail, signifie que le travail n'étant pas mobile par définition, parce qu'on a quand même un réseau social, on a un entourage qu'on ne veut pas abandonner pour aller 300 ou 3000 km plus loin et avoir une activité qui est peut-être moins bien payée que celle qu'on a l'habitude d'avoir, il est clair que le travail va en subir des conséquences négatives. Il va être réduit dans les pays avancés pour être augmenté dans les pays en développement ou en train de récupérer leur retard, mais à des conditions de travail qui sont dégradantes pour les travailleurs. Et la financiarisation va aussi pousser à biffer davantage de places de travail, des places que cette quatrième révolution industrielle va créer, du fait que les entreprises vont essayer d'augmenter leurs profits, non pas pour investir à nouveau ces profits dans l'activité économique, augmenter le niveau d'output et aussi le nombre de places de travail, mais vont placer les profits sur les marchés financiers, où les entreprises s'attendent à des rendements financiers beaucoup plus élevés que si elles avaient investi leurs profits dans l'activité de production, et à beaucoup plus court terme que les profits induits par l'activité de production. D'autant plus qu'aujourd'hui, on vit dans une décennie de crise au niveau européen, mais aussi au niveau global, et il est clair que la crise est une crise de sous-consommation. Le pouvoir d'achat de la classe moyenne ne suit pas l'augmentation de la productivité du travail, et donc les entreprises n'arrivent pas à écouler toute leur production auprès des ménages ou entre elles, mais pour finir à servir les besoins des ménages, et de ce fait réduisent l'activité de production, même si elles font des bénéfices qu'elles vont placer sur les marchés financiers, à partir desquels il n'y a presque rien qui va ruisseler vers l'économie réelle. Donc la financiarisation, la globalisation et la nature elle-même de la quatrième révolution industrielle sont telles qui, à mon sens, vont biffer bien des places de travail finalement, au lieu d'en créer de manière nette suite à cette révolution industrielle. Un deuxième élément, c'est que cette digitalisation, comme je dis tout à l'heure, va toucher l'ensemble des activités économiques, notamment dans le domaine des services, où la plupart de la population active est engagée en Suisse, comme dans bien des pays avancés. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'un robot. Un robot, on peut le définir de manière telle à dire que c'est une machine qui est connectée à un réseau informatique et qui exécute un nombre élevé de tâches. Donc, ce n'est pas simplement un programme pour le traitement de texte, mais c'est une machine intelligente qui apprend au fur et à mesure et qui va aussi permettre d'augmenter la productivité du travail par un processus d'innovation continue, mais d'innovation marginale. Une fois qu'on a inventé un robot, on va peaufiner cette invention, on va la perfectionner avec aussi des feedbacks de la clientèle qui achète les produits que le robot permet de fabriquer. Mais encore une fois, si les robots fabriquent par exemple des voitures et conduisent désormais aussi des voitures, aucun robot n'aura jamais l'occasion d'acheter une voiture. Donc il faut s'interroger aussi sur le pouvoir d'achat, comment est-il distribué parmi les catégories de consommateurs et donc d'individus. Et il est clair que là, pour les consommateurs qui sont aussi des travailleurs, il va y avoir une perte de pouvoir d'achat du fait que les salaires vont passer à la trappe pour un nombre élevé de personnes qui vont être des chômeurs à cause de cette révolution industrielle. Bien sûr, sur le plan des nouvelles réglementations, il faudra que ces nouvelles réglementations puissent être développées. D'un côté, parce que si je reste dans le domaine de la construction de voitures, si une entreprise qui fabrique des voitures le fait désormais à l'aide des robots, et s'il s'avère qu'il y a des voitures problématiques suite à cette production, est-ce que c'est l'entreprise qui vend les voitures, qui les fabrique et les vend, qui en est responsable, ou est-ce que c'est le producteur des robots installés dans l'entreprise qui fabrique des voitures qu'il faut qu'il faut faire passer à la caisse pour des conséquences négatives de la fabrication de voitures défectueuses?
Et puis pour les personnes qui utilisent des voitures conduites par des robots, s'il y a un accident, qui est responsable de l'accident? Est-ce que c'est la personne qui était à côté du robot qui conduisait la voiture? Est-ce que c'est le fabricant? Là aussi, il y a des domaines au niveau juridique pour lesquels il faut encore explorer bien des questions et pour l'instant, on n'a pas de réponse au plan légal. Et puis pour les personnes, pour les entreprises qui investissent dans la robotisation des activités économiques, est-ce qu'il y a la protection du capital investi? Est-ce que si l'investissement ne tourne pas dans le bon sens, ces entreprises ou ces personnes physiques vont être remboursées? Et de même pour les consommateurs. Si j'achète une voiture avec une conduite par les robots, est-ce que je peux être dédommagé si la voiture a un problème majeur ou si j'ai un accident et je suis aussi blessé? Je passe maintenant au niveau des conséquences d'ordre macroéconomique. Je suis économiste et en particulier macroéconomiste, donc je m'intéresse à comment l'économie dans son ensemble peut profiter ou être lésée par cette quatrième révolution industrielle. Et je crois que là, il y a quelques éléments problématiques qui devraient nous interroger en tant qu'individus, en tant qu'électeurs, en tant que décideurs privés ou publics, notamment pour l'ensemble du système économique. Je l'ai dit en passant tout à l'heure, pour la classe moyenne, il va y avoir une perte de pouvoir d'achat, ne serait-ce que parce qu'il y aura moins de places de travail qu'il en existe à présent. Donc la masse salariale dans son ensemble sera réduite et il y aura, à mon sens, ce que j'ai appelé le New Digital Divide. Le Digital Divide tel qu'on le connaît aujourd'hui est le fait qu'une partie de la population, notamment celle qui a déjà un certain âge, n'arrive pas à utiliser les nouvelles technologies. Je le vois déjà avec mes assistants qui ont quelques 25 ans moins que moi. Eux, ils sont beaucoup plus rapides dans l'utilisation des ordinateurs, des nouveaux programmes que l'université installe tous les 6 mois, alors que moi, je dois parfois appeler quelqu'un pour me faire expliquer comment le nouveau programme fonctionne. Le New Digital Divide, ce n'est pas simplement une question d'avoir accès à des technologies et de savoir les utiliser, mais porte sur la séparation entre celles et ceux qui bénéficient de cette quatrième révolution industrielle, qui vont tirer un pouvoir d'achat accru, qui vont avoir des places de travail mieux rémunérées, etc. Et celles et ceux, notamment une partie de la classe moyenne, qui vont être lésés de cette quatrième révolution industrielle, parce qu'ils vont perdre leur place de travail, ou alors leur place de travail sera dévalorisée et donc moins rémunérée, et puis aussi en termes d'assurance sociale, pour lesquels je vais toucher un mot tout à l'heure. La robotisation, la digitalisation, la numérisation des activités économiques va aussi faire en sorte que bien des petites ou moyennes entreprises vont disparaître du paysage économique, notamment helvétique, du fait qu'elles n'ont pas la capacité financière pour suivre le progrès technique qui s'accélère, qui demande de plus en plus de capitaux financiers importants. Et donc, il y aura des fusions et acquisitions de petites, moyennes entreprises par des entreprises de taille plus grande, dont d'ailleurs la taille va encore s'agrandir. Il y aura une concentration du nombre des entreprises, une augmentation de leur taille, et de ce fait, il y aura aussi une disparition de places de travail, notamment dans un pays avancé comme le nôtre, où le coût du travail par unité de produit est beaucoup plus élevé que dans un pays asiatique. Mais on sait très bien aussi que les grosses entreprises optimisent leur fiscalité. On l'a encore entendu il y a quelques jours avec les Paradise Papers. Et donc, il est clair qu'au niveau de la fiscalité, donc le secteur public, il y aura aussi un problème pour retrouver une assiette fiscale suffisamment étoffée et bien nourrie pour financer les dépenses publiques, notamment aussi dans le domaine des assurances sociales. Les dépenses sociales, en fait, sont appelées à augmenter du fait qu'il y aura une plus grande partie de la population active qui aura besoin d'une aide, notamment d'une protection sociale par rapport à l'assurance chômage. Et de l'autre côté de la balance ou du bilan de l'État, il y aura moins de recettes fiscales parce que les robots ne payent pas d'impôts. Et souvent, les grandes entreprises, comme je viens de le dire, optimisent leur fiscalité en faisant en sorte de payer le moins d'impôts dans le monde entier. Donc, au lieu d'avoir une double imposition fiscale qu'il s'agit d'éviter, on a et on aura de plus en plus une double non-imposition fiscale en Suisse et à l'étranger qu'il faudra aussi tâcher d'éviter. Ce qui se passe au niveau des entreprises, dont la taille augmente et le nombre diminue, va aussi se passer de certaine manière au niveau des collectivités publiques. En Suisse, on a les communes, les cantons et la confédération. Au niveau communal, mais aussi au niveau cantonal, il y aura beaucoup plus de problèmes pour financer les dépenses publiques que ce n'est le cas déjà à présent,
parce que les entreprises de petite ou moyenne dimension sont localisées à peu près dans tout le pays, en Suisse, alors que les entreprises de grande taille sont concentrées dans quelques parties du pays. Bâle-Ville en particulier en accueille déjà un certain nombre. Donc, ceci pour dire qu'au niveau local, au niveau communal, mais aussi au niveau cantonal en partie, il y aura une perte de substance fiscale, une perte de recettes fiscales donc, et cela va amener les cantons, mais en tout cas déjà les communes, à transférer au niveau plus élevé des compétences qui vont à quelque part aussi émasculer le principe de subsidiarité. En Suisse, on a ce principe, on fait une tâche publique, là, au niveau le plus proche du citoyen. Si ce n'est pas la commune, parce que la dimension de la commune n'est pas suffisamment grande, ce sera le canton. Mais désormais, les tâches que les communes ne vont plus pouvoir financer parce qu'il va leur manquer de recettes fiscales seront exécutées au niveau cantonal. Et donc, il y aura une certaine standardisation des services publics. De même, au niveau cantonal, lorsqu'on n'arrive plus à financer une tâche parce qu'il n'y a pas suffisamment de recettes fiscales pour ce faire, la compétence sera transférée à la Confédération, mais à nouveau avec une standardisation. Donc, on s'éloigne des citoyens, on va harmoniser, on va avoir un produit à la McDonald's, mais qui ne satisfait vraiment pas les consommateurs. Et cela, au niveau des décisions, est aussi problématique, parce qu'un consensus national, la cohésion nationale, on voit, ce n'est pas quelque chose qui est en train de se consolider, mais au contraire, qui est en train d'évaporer. Pour l'ensemble de la société, je vois aussi des problèmes. Cette quatrième révolution industrielle va comporter des tensions accrues entre celles qui gagnent et celles et ceux qui perdent de cette quatrième révolution industrielle. Donc, les travailleurs qualifiés, mobiles, qui ont des compétences au niveau de l'informatique et des nouvelles technologies, vont gagner de cette révolution industrielle, vont tirer davantage de bénéfices pour l'ensemble de la société que les travailleurs et les personnes qui restent à quelque part à côté ou à la marge du processus d'innovation, qui vont réclamer davantage pour avoir un certain niveau de vie qu'ils craignent autrement de perdre. Et cela signifie aussi que pour les assurances sociales, notamment l'assurance chômage, mais pas simplement celle-ci, il y aura des problèmes de plus en plus évidents de financement. Pensez aussi à l'AVS. L'AVS est financé par des contributions des entreprises, mais aussi des travailleurs, qui sont prélevés sur leur salaire. Si une entreprise remplace des travailleurs par des machines intelligentes, elle ne verse pas de salaire à des machines intelligentes, elle paye une fois la TVA lorsqu'elle achète la machine, mais ensuite, il n'y a aucune contribution à l'AVS, parce qu'il n'y a plus de salaire, il y a simplement une machine qui remplace les travailleurs. Alors cela pour dire qu'il faut, au niveau politique, bouger, il faut voir les choses avant qu'elles arrivent, il faut avoir une capacité de prédiction, et à ce niveau, je crois qu'il y a 3 éléments majeurs. Il faut distribuer différemment le travail afin que toutes les personnes qui veulent et peuvent travailler puissent avoir accès à une place de travail correctement rémunérée, avec des conditions de travail aussi correctes. Donc, à mon sens, mais je sais que c'est une utopie aujourd'hui, mais parfois les utopies nous font avancer, c'est qu'il faut travailler moins pour travailler tous, mais sans changer le niveau de salaire actuel. Pourquoi? Parce que, en fait, si on regarde en Suisse comme ailleurs, dans les pays avancés, les salariés n'ont pas vraiment été récompensés pour l'augmentation de la productivité du travail ces quelques 15 dernières années, voire 20. Donc les salaires ont stagné pour bien des travailleurs en termes de pouvoir d'achat, alors qu'ils auraient mérité de recevoir davantage parce que la productivité du travail a augmenté, parce que les entreprises ont produit davantage avec le même nombre d'individus en équivalent plein temps. L'écart, simplement, a enflé les profits et donc les dividendes des actionnaires des entreprises. Il ne faudrait pas baisser les salaires, mais baisser le temps de travail, alors qu'en fait, on est en train de l'augmenter, on veut aller jusqu'à 50, voire plus heures par semaine sans devoir justifier quoi que ce soit, sans peut-être devoir payer des heures supplémentaires. Et puis en fait, on travaille beaucoup plus que 50 heures parce que le soir, pendant le week-end, souvent on regarde le courrier électronique sur son smartphone, etc. Donc il faut vraiment réfléchir à comment le travail va devoir être distribué correctement pour faire en sorte qu'il y ait une cohésion entre les travailleurs, alors qu'aujourd'hui, les travailleurs sont l'un contre l'autre. Il y a une guerre entre les travailleurs pour obtenir ou pour garder une place de travail. Et puis, il faut faire en sorte aussi que les travailleurs puissent faire une formation continue, mais aussi dans leur temps libre. Du fait que je propose de moins travailler, on peut dire
c'est des loisirs, on fait davantage de loisirs, mais une partie du temps de loisirs, on s'en occupe pour faire une formation continue, ne serait-ce que suivre une série de conférences sur un thème spécifique. Deuxièmement, je parlais tout à l'heure de la fiscalité au niveau cantonal, mais aussi au niveau fédéral. Là, il faut repenser le système fiscal parce que, encore une fois, à mon sens, c'est stupide de demander à des robots de payer des impôts ou une taxe, ou aux propriétaires des robots de payer une taxe sur les robots, mais il faut imposer davantage de capital financier qui aujourd'hui échappe en grande partie à toutes sortes d'impositions fiscales. Il est nulle part. Il est dans l'économie virtuelle, dans le cloud, alors que la fiscalité est souvent limitée au domaine national, parce que la juridiction s'arrête aux frontières nationales. Et puis, là aussi, c'est une chose qui va contre les idées reçues. Il faut, à mon sens, éliminer la taxe sur la valeur ajoutée, parce que ça freine les dépenses de consommation, et remplacer cette taxe par un impôt sur le capital financier qui n'est pas et n'est aucunement productif. Le capital financier tourne en rond sur les marchés financiers, mais il ne contribue pas à augmenter la production, à augmenter les places de travail et donc les recettes fiscales. Et puis, pour terminer, je pense qu'il faut revenir à cette discussion qu'on a eue en Suisse l'année passée en ce qui concerne le revenu de base inconditionnel. Ce n'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose que chacun mérite du fait qu'il est là, qu'il existe. On a hérité un capital important par nos prédécesseurs, connaissances, capacités techniques, mais aussi un capital financier, un capital social et un capital humain, comme certains l'appellent. Donc, il faut rémunérer correctement la société et pour ce faire, il faut distribuer un revenu de base à toute personne, notamment parce que cela, d'un côté, permet notamment aux jeunes d'essayer de mettre sur pied des entreprises, sachant qu'il y a un matelas de sécurité, le revenu de base inconditionnel. Même si l'entreprise fait faillite, il est toujours possible d'avoir un minimum vital. Et puis de l'autre côté, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de travaux, en Suisse comme ailleurs, qui ne sont aucunement rémunérés. Pensez aux travaux qui sont faits au sein de ménage. Souvent, c'est les femmes, mais parfois, c'est aussi les hommes qui contribuent à faire le ménage, comme on dit. Pensez aussi aux travaux qui ne sont pas rémunérés dans le cadre de l'activité professionnelle. Je disais tout à l'heure, lire les courriers électroniques le soir, le week-end, répondre, ou alors des réunions au-delà du temps de travail qu'on nous demande de faire, mais qui ne sont pas rémunérées. Et puis, il faut aussi reconnaître que le système de protection sociale avec le premier pilier et le deuxième pilier pour ce qui est de la prévoyance professionnelle et l'AVS, l'AI, l'IPG, l'assurance chômage, etc., c'est un système qui repose sur les revenus du travail qui sont imposés avant d'être versés aux travailleurs par les assurances sociales. Il faut donc penser que si le travail va disparaître, s'il y a moins de places de travail suite à la révolution industrielle qu'on en connaît aujourd'hui, il faudra repenser le système de protection sociale pour financer ce système correctement, pour faire en sorte qu'il soit viable, durable, pour un avenir correct pour l'ensemble de l'humanité. Merci de votre attention.